Ce soir à l'émission, Jeux du Québec, des retombées de 20 millions pour la région. Je sais que la Cage au sport disait qu'il était très occupé, Archibald aussi. Le Parti libéral du Québec retrouve un certain tonus. La crise du logement s'est apaisée, notamment dans la région de Montréal, mais pas ici. Et une vingtaine d'alertes de grand froid ont marqué l'hiver laurentien. C'est réaliste de dire à l'heure actuelle qu'il y a de la place en contexte de grand froid. En entrevue, on fait le bilan annuel de Films Laurentides avec Marie-Josée Pilon et Jade Desjardins. Près de 1,9 million de dépenses effectuées dans la région. Je m'entretiens également avec Audrey Gagnon à propos du service Accès Formation du CSSMI. Chaque entreprise a ses besoins, puis nous, on adresse du clé en main. Enfin, Sébastien Lauzon nous propose son analyse sur le passage du TGV à Mirabel. Ça donne également énormément de sources d'inquiétude pour les agriculteurs. Bienvenue à Accès Local. Mardi 10 mars 2026, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Lors des Jeux du Québec de Blainville se terminaient en fin de semaine. Quel est le bilan final sur le plan sportif? Alors, la Rive-Sud est arrivée en première position du palmarès des régions et Laurentides sont arrivés en troisième position et a rempli son objectif de se rendre sur le podium avec 49 médailles. Ben, bravo pour ça. L'autre donnée qui nous intéresse, ce sont les retombées économiques. Elles sont assez considérables. Oui, parce que ça concernait près de 3000 athlètes participants. Donc, certains et certaines viennent de la région, mais d'autres viennent de plus loin, doivent loger sur place, sans compter toutes les personnes qui gravitent autour, les chefs de mission, les parents aussi. Alors, tout ça sur une période de presque 10 jours. Ça a un impact sur l'achalandage des commerces de la région. Il est un peu trop tôt pour savoir le chiffre déjà des retombées économiques, mais les organisateurs des Jeux estimaient en amont à 20 millions de dollars les retombées pour la région. Marie-Noëlle Cusson-Duquette est directrice générale par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. Selon elle, les Jeux du Québec ne se comparent à aucun autre événement en ce qui a trait à l'envergure des retombées financières pour les commerces de la région. On sait que certains restaurants sont très achalandés pendant les Jeux du Québec. Je sais que la Cage au sport disait qu'il était très occupé, Archibald aussi. J'ai parlé aujourd'hui à la propriétaire de 1001 Cupcakes qui font des petits cupcakes, puis disait qu'elle avait vu un achalandage accru, même des athlètes, des familles d'athlètes. Alors, dans les autres commerces sondés, il y a le Nordic Café qui a vu ses ventes de café augmenter 70 % dans la première fin de semaine des Jeux. La Place Rosemère, une augmentation de 4 % de ses activités comparativement à la même période l'année dernière. Et la Chambre de commerce était aussi représentée sur le terrain pour encourager ses membres. Oui, certaines compagnies étaient partenaires officiels des Jeux, ce n'était pas nécessairement possible pour tout le monde, particulièrement les plus petites entreprises. La Chambre de commerce a donc remis des coupons au rabais pour certains commerçants aux familles des athlètes en échange de dons aux bénévoles de la part de ces entreprises. Madame Cusson-Duquette nous explique que les entreprises de la région étaient au rendez-vous pour s'engager dans les Jeux. Il y a eu beaucoup de monde, tant des employés de la Chambre de commerce que des commerçants aussi qui ont été bénévoles pendant les Jeux. Moi-même, j'ai été bénévole toute la fin de semaine. Il y a, je pense, une grande implication de la communauté d'affaires dans les Jeux du Québec. Changement de sujet, Clara, la députée libérale d'Émile-Île, Virginie Dufour, était de passage dans la région. Jeudi dernier, vous êtes allé à sa rencontre. Oui, Claude, Mme Dufour est porte-parole de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale en matière d'habitation, d'environnement, de la faune et des parcs et maintenant de la région des Laurentides. Elle était donc en tournée jeudi pour rencontrer les organismes de la région, notamment la Maison d'entraide à Prévost. Mme Dufour nous parle des enjeux qu'elle constate sur le terrain. C'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de chalets dans la région. On voit des maisons quand même assez riches, mais il y a une pauvreté réelle. Et c'est ce qu'on constate là, en parlant avec les différents intervenants. Dans certaines régions du Québec, la crise du logement s'est apaisée, notamment dans la région de Montréal, mais pas ici. Dans les Laurentides, c'est clairement pas apaisé. La pression est toujours très grande. Les taux d'inoccupation y approchent toujours les 0 %.
Et vous en avez profité pour parler avec elle de l'état de santé du Parti libéral. Oui, parce que le Parti libéral du Québec a connu son lot de revers dans les derniers mois, mais dans toutes les circonscriptions des Basses-Laurentides, les intentions de vote sont en hausse pour le parti depuis la démission de Pablo Rodriguez et l'entrée en poste comme nouveau chef de Charles Milliard. Pour le moment, on le sait, toutes les Basses-Laurentides sont aux mains de la CAQ, mais selon les derniers sondages, le parti au pouvoir présentement ne remporte aucun siège dans la région et même aucun siège au Québec. C'est le Parti québécois qui est en tête dans les Laurentides. Mais dans les circonscriptions de Prévost, de Deux-Montagnes et des Plaines, le Parti libéral arrive deuxième. C'est aussi le cas des circonscriptions de Groux et de Blainville, où l'écart est très serré en ce moment dans les sondages, avec respectivement 1 et 3 points de différence dans les intentions de vote. À l'échelle de la province, le Parti libéral récolte en ce moment 29 des intentions de vote. Madame Dufour nous partage ses impressions à ce sujet. Il y a une remontée quand même intéressante. On ne s'assoit pas sur les lauriers, là. Il reste qu'il faut travailler très fort pour le vote chez les francophones. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a une plus grande écoute qu'avant. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien parce que, tu sais, au début de mon mandat en 2022, j'avais l'impression que les gens voulaient juste pas entendre ce qu'on avait à proposer. Et là, avec l'arrivée de Charles Milliard, je pense que les gens sont curieux, intéressés. Et puis, on sent là, vraiment une ouverture qu'il n'y avait pas avant. Fait que ça, c'est très positif. Mais je le répète, Blainville, Groux, ça va être des circonscriptions à surveiller. Voilà, Claude. Donc, bien sûr, on continue de surveiller ça. Madame Dufour continue sa tournée de la région cette semaine. 2 autres députés libéraux, Madoua Nika-Cadet et Frédéric Beauchemin, étaient aussi de passage hier à Mirabel. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'hiver et du froid. À plus tard, Claude. La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville annonce la tenue de la 6e édition de l'événement EXP 2026 le mardi 17 mars au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. Cet événement, présenté en collaboration avec la MRC de Thérèse de Blainville, aura lieu sous le thème « Danser avec l'imprévisible ». Cette édition, qui réunira gestionnaires, entrepreneurs, professionnels et employés de tous les secteurs d'activité, se veut un moyen de s'outiller, de s'inspirer et d'évoluer dans un monde des affaires incertains. Le Cégep de Saint-Jérôme annonce le lancement de l'appel d'offres qui mènera à la sélection d'une ou d'un entrepreneur pour la modernisation des infrastructures de son pavillon F. Cette personne sera responsable de réaliser les travaux d'agrandissement et de rénovation du bâtiment situé au 210 rue Georges Thurston dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Les entreprises intéressées sont invitées à consulter les documents d'appel d'offres disponibles sur le système électronique d'appel d'offres. Les travaux devraient débuter au cours de l'été 2026 et se poursuivre jusqu'à l'été 2028. C'est la période des bilans annuels pour de nombreux organismes et Films Laurentides vient de produire le sien. On y recense 36 tournages en 2025 pour des retombées directes de 1,9 million de dollars. J'en discute avec Marie-Josée Pilon, commissaire et directrice générale, et Jade Desjardins, qui en est la coordonnatrice. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, 36 tournages pour la très grande majorité des productions québécoises. Ça, c'est tout près de la moyenne annuelle qui tourne autour de 40. Donc, somme toute, on peut dire que ça a été une bonne année. Oui, ben oui, on peut dire en fait que ça a été une année intéressante qui confirme que la région reste attractive. Donc, dans les 36 tournages que vous avez mentionnés, on a eu 124 dossiers analysés pour l'année au complète, 5000 nuitées, puis là, près de 1,9 million de dépenses effectuées là, dans la région, dont les titres là, Aller simple, qui est revenu, la télé-réalité en fait, sont revenus pour la saison 2 à Morin Heights, donc pour une 2e année consécutive. On a eu Bon Cop, Bad Cop, la série, qui a tourné à Saint-Colomban, Mirabel. Epic, la saison 2, sont venus tourner la finale au Sentier des Cimes, donc on devrait voir ça sur nos écrans bientôt. Ça va être sur les écrans bientôt. Ouais. Et Eléo et Nova, qui est un long-métrage qui est tourné à Huberdeau. Puis c'est aussi un long-métrage qui a été principalement tourné dans les Laurentides au complet, donc tout le long-métrage. Là. Puis ça, pour vous donner une idée, là, ça représente 535 000 $ de retombées là, directes. À lui seul. Une production québécoise, souvent, on pense qu'elles génèrent moins de retombées, mais elles sont importantes. Oui. Il y a des films, il y a des téléséries, il y a des publicités, des télé-réalités, un vidéoclip. On est toujours curieux de savoir de quelle production on parle, qui joue dedans. C'est des informations, ça, qui nous sont données ponctuellement. Mais là, j'apprends que vous allez rendre ça permanent avec un ajout sur votre site Web. C'est pour toi, ça. C'est pour moi. Oui, en effet, ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Donc, une page qui va être vraiment dédiée aux
séries, films tournés ici, donc tournés dans les Laurentides, et qui met en valeur nos paysages, mais à travers comment je pourrais dire ça, à travers ce qu'on voit à l'écran. Donc la page va être constituée là, d'images et d'informations sur les lieux de tournage pour chaque production. Donc là, on est rendu comme Quel genre d'informations? C'est sûr qu'on va dire le réalisateur, la production, mais aussi tous les lieux. Donc, tu sais, est-ce que ça a été tourné à Oka? Est-ce que ça a été tourné dans un chalet privé? Est-ce que ça a été au petit centre-ville de Sainte-Agathe? Est-ce que c'est dans un champ à Huberdeau? On appelle ça la découvrabilité des œuvres qui ont été tournées ou encore la découvrabilité du territoire. Parce que sur notre site Internet, bien sûr, il y a déjà une page qui est dédiée à la filmographie. Puis on voit les 25, 30, 40, 50 productions par année. Mais là, on a eu l'idée de non seulement avoir un listing, mais un visuel qui, on espère, va intéresser les gens à savoir, mais on savait pas que ça s'était tourné ici, puis en plus, on voit l'image. On voit l'image. Je trouve que c'est une excellente idée. Quand on parle de retombées économiques, ce qui nous vient rapidement en tête, hein, c'est l'hébergement, c'est la nourriture, mais quoi d'autre? En fait, on demande à chacune des productions de nous donner un estimé des dépenses qu'ils ont effectuées. Donc, on demande au directeur de production, on lui présente une espèce de formulaire sous la forme d'un fichier Excel. Et là, il voit tous les postes de dépenses potentiels. Donc, oui, on parle de la location des lieux. Louer une maison au bord de l'eau, c'est pas donné. Ça a une valeur marchande. Louer une entreprise industrielle désaffectée ou encore en fonction, louer une terre agricole pour installer des décors comme chez Edo et Nova, c'est une terre agricole avec une maison de ferme. Alors ça, c'est un grand poste budgétaire. Après ça, vous l'avez nommé, l'hébergement. Il y a aussi les camps de base. Où est-ce qu'on installe l'équipe? Dans une école, on loue une salle communautaire. Donc, pendant des semaines, on peut être installé là. Donc ça, ce sont des dépenses effectuées. Les traiteurs et tout l'achat local, là, les services de proximité, là, que ce soit les travaux souvent pour réparer des chemins d'accès. En fait, ça monte vite. Et le per diem qui est versé aussi aux techniciens qui viennent passer quelques jours dans la région. Donc, cet argent-là, elle est dépensée dans la région. Vous avez dit, Jade, tout à l'heure, que vous avez reçu et analysé 124 dossiers. Du nombre, donc, il y en a 36 qui se sont concrétisés. Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se rend ou non à l'étape du tournage? Pour nous, le fait de recevoir 124 dossiers, c'est de montrer que l'industrie a le réflexe de communiquer avec nous. Alors, mais la raison pour laquelle ils ne viennent pas tous, les raisons sont multiples. Soit que la scène est tout simplement tombée après étude des potentiels lieux de tournage, soit le budget était restreint, soit ils ont réussi à trouver à proximité de Montréal, soit ils sont allés voir sur la Rive-Sud puis ils ont peut-être trouvé ce qu'ils souhaitaient, ou soit le projet ne se réalise tout simplement pas, parce que des fois on travaille sur des projets qui sont en développement, ou encore le projet était américain et il a décidé de ne pas tourner au Québec, d'aller tourner dans une province ou dans un autre pays. Donc, il y a une multitude de facteurs. Voilà. Bon, voilà, on en sait maintenant beaucoup plus sur la réalité de votre travail. Je vous souhaite une excellente année 2026. Marie-Josée Pilon, Jade Desjardins, vous représentez Film Laurentide. Merci d'avoir été à l'émission. Merci. Plaisir. La Ville de Lorraine annonce que sa campagne de sécurité routière intitulée « Ici roule au ralenti » a été sélectionnée comme finaliste dans la catégorie Sécurité publique du Mérite Ovation municipale 2026 de l'Union des municipalités du Québec. Cette reconnaissance souligne l'approche adoptée par la Ville pour influencer les comportements des automobilistes et renforcer le respect de la limite de vitesse de 30 km/h sur son territoire. Cette campagne repose sur une stratégie d'influence sociale positive en mobilisant les enfants comme vecteurs du message à l'aide d'un univers visuel ludique incarné par l'escargot. Les Jardins collectifs Saint-Joseph-du-Lac invitent la population à une conférence-atelier intitulée « Réussir les semis et la culture de plantes indigènes avec Aken, semences indigènes » le samedi 14 mars prochain à 10h au Centre Sainte-Marie. Cet atelier permettra de découvrir divers termes, concepts et techniques entourant les plantes indigènes pour ensuite préparer un petit plateau de semis qui pourra être rapporté à la maison. Cette initiative vise à transmettre des connaissances encourageant l'autonomie alimentaire et le développement de saines habitudes de vie des Joséphoises et Joséphois.
Dans les dernières semaines, on a vu le sujet d'Alto et du TGV faire couler beaucoup d'encre dans la région. C'est à la fois source d'inquiétude et d'angoisse pour certains et pour d'autres une opportunité. Pour analyser la situation, on accueille notre chroniqueur Sébastien Lauzon, directeur des affaires publiques chez Catapulte Communication. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On va commencer par identifier quelles sont les parties prenantes concernant le dossier Alto. En fait, moi, j'en vois 4 parties prenantes pour ce qui est du dossier Alto, le dossier de TGV dans la région des Laurentides. D'abord, il y a les opposants. Ouais. Il est un peu tôt pour que ce soit des opposants sur la pollution sonore, par exemple, la pollution visuelle. On voit surtout les agriculteurs sortir en masse. Il y a eu une consultation de la part de Alto, par exemple, à Mirabel, là où les agriculteurs ont sorti massivement avec les tracteurs et de façon très, très, très solidaire. Il faut comprendre que pour les agriculteurs, la terre peut être coupée en deux. On n'est pas dans un chemin de fer traditionnel, on est plus comme le REM, comme on a connu ici dans le coin de Deux-Montagnes. Donc, avec un tracé de 10 km qui est en ce moment qui est très, très, très large, Alto fait le pari de consulter de façon très en amont, mais ça donne également énormément de sources d'inquiétude pour les agriculteurs. Donc, on les comprend. C'est ça, exactement. Puis les agriculteurs... en ce moment, la grogne, l'opposition est très locale, régionale. Hein. On n'a pas vu l'UPA nationale sortir, on n'a pas vu sur la scène nationale certaines oppositions se créer. Donc, on va voir dans les prochaines semaines si ça va se traduire là, sur la scène nationale. Puis c'est un peu difficile de voir les gains encore. Hein. C'est un concept, le TGV, qui est relativement très abstrait. Ouais. Ce qui m'amène à mon deuxième point, ma deuxième partie prenante, qui est ceux qui cherchent à modifier le projet. On a vu la mairesse de Mirabel, par exemple, sortir lors de la consultation en disant nous, on veut une gare. On se rappellera qu'il y a eu l'expropriation à Mirabel avec l'aéroport. C'est quelque chose qui est très symbolique. Là, de se dire, ce projet-là, 80-100 milliards de dollars, va venir créer de l'inflation pour les infrastructures municipales, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de capacité de réalisation de construction infinie. Donc, ça va créer de l'inflation. Et en plus de ça, ça réduit aussi la capacité des États à venir investir pour des différentes solutions, différents projets, pour régler, nous, nos enjeux, là, que ce soit pour les infrastructures de santé, que ce soit pour la congestion routière, et tout ça pour un train qui va passer, mais qui n'arrêtera pas. J'ai moi-même demandé la question à Alto en disant, si on avait cette gare-là, combien de temps ça prendrait là, sur le trajet? Il me disait, c'est 10 minutes. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de refuser une gare pour 10 minutes pour les gens de Montréal vers Toronto? Donc, c'est la question qui se pose. Les troisièmes parties prenantes... Mais est-ce qu'ils sont réticents? Oui, parce que le principe du TGV, c'est d'aller vite. C'est d'aller vite. Donc, il faut le moins de gares. Et je pense qu'ils ont peur au précédent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Alto répond d'une loi qui avait été adoptée sous Justin Trudeau, qui prévoit déjà les arrêts. Donc, si on veut modifier la loi, il va falloir avoir une certaine pression au niveau politique, au niveau fédéral. Mais aussi longtemps que ça se fait pas, Alto ne modifiera fort probablement pas ce projet-là. J'en arrive à ma troisième partie prenante, ceux qui sont favorables. Vous savez, il y a une différence entre être un appui et être un militant du projet. Donc là, pour Alto, son défi, c'est de s'assurer d'avoir des parties prenantes qui vont venir prendre la parole à travers le temps pour venir défendre, pour pas qu'ils soient isolés sur la place nationale ou sur la place même régionale, pour dire, nous, on le veut, ce projet-là. Pas simplement avoir un appui tout simplement discret. Et j'en amène à ma quatrième partie prenante, ceux qui n'ont pas d'opinion. Ceux qui n'ont pas d'opinion, mais je les oublie jamais parce que ces gens-là, c'est un bassin de gens qui peuvent aller vers d'un côté comme de l'autre, et également, qui s'y grandit trop, peut amener le projet un peu dans l'indifférence, ce qui serait pas nécessairement néfaste pour Alto, mais qui serait assurément néfaste pour les opposants. D'accord. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite des choses? Là? Qui aurait le plus à perdre? Moi, je pense que c'est les opposants, parce que contrairement à l'aéroport de Mirabel, où on vient exproprier l'ensemble d'un territoire, on va passer d'un tracé de 10 km à un tracé d'à peu près 100 mètres, qui va probablement longer des voies déjà existantes. C'est certain qu'il y a certains agriculteurs, par exemple, qui vont être très, très impactés, mais c'est une chose d'être solidaire quand on a peut-être la crainte qu'on soit impacté, c'en est une autre lorsqu'on le sait qu'on ne le sera pas. Donc, on est opposant, mais est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va venir manifester aussi? Donc, pour les opposants, il va falloir élargir la coalition d'opposants. Ça ressemble presque à une stratégie, ça?
Je pourrais pas dire que c'est là. Je pense que c'est en matière d'acceptabilité sociale, c'est les nouvelles normes d'essayer de consulter très, très, très en amont, mais on n'est pas très habitué, là. D'accord. Et pour l'option de la gare, en terminant? En fait, moi, je crois que la mairesse de Mirabel a une excellente position dans l'optique où on est devant des pouvoirs du fédéral qui sont peuvent faire ce qu'ils veulent dans les faits, là. Donc, tant qu'à avoir le train qui passe, mieux vaut générer un gain pour Mirabel. Son enjeu, elle doit trouver une force politique qui va venir porter ce message-là. Elle ne peut pas être seule. Elle doit élargir la coalition. On l'a vu, elle l'a fait avec les maires, avec les préfets, mais elle doit trouver un parti tant au fédéral ou minimalement au provincial qui va venir porter la voix de dire qu'il faut modifier le projet là, pour obtenir des gains. Et je crois que l'élection partielle à Terrebonne, au niveau fédéral, qui pourrait amener une majorité au niveau libéral, pourrait être une opportunité intéressante. Et sinon, la campagne provinciale à venir. Chose certaine, on n'a pas fini d'en parler. Sébastien Lauzon, merci beaucoup. Un plaisir. Accès Formation, c'est la porte d'entrée du Centre de services scolaires d'Émile-Île vers ses différents centres de formation professionnelle. Le développement des compétences, la qualification de la main-d'œuvre et la reconnaissance des acquis sont au cœur de son mandat. Audrey Gagnon en est la coordonnatrice. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, Madame Gagnon. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Vos services s'adressent tant aux entreprises qu'au grand public. Dites-moi d'abord, quelle était la nécessité de regrouper ces services-là sous une seule et même bannière? OK. En fait, au Centre de services scolaires d'Émile-Île, on a 5 centres de formation, puis 2 centres de formation générale pour adultes. Okay? Puis, auparavant, les 7 centres de formation offraient des services et maintenant, ils ont été regroupés pour en faire une entité. Fait qu'on a eu une coordonnatrice avec une équipe qui sert à desservir la population et à desservir les entreprises au niveau de la formation. Ça existe depuis 2024. Oui. Alors, dites-moi quels sont les besoins des entreprises qui sont le plus souvent comblés par Accès Formation? C'est vraiment une bonne question parce que, dans le fond, chaque entreprise a ses enjeux. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux de productivité là, présentement, là, fait qu'on travaille beaucoup avec ça. Mais sinon, chaque entreprise a ses enjeux. Puis chaque entreprise a ses besoins. Puis nous, on adresse du clé en main aux entreprises. C'est des solutions sur mesure. C'est des solutions sur mesure. Fait que la puissance qu'on a, dans le fond, là, pourquoi nous, on offre de la bonne formation, c'est qu'on va aller capter vraiment les besoins de l'entreprise, puis on va adapter la formation vraiment pour eux. Puis on a une expertise extraordinaire à travers nos centres de formation professionnelle. On a 5 grands centres, plus 2 centres FGA. Puis c'est à partir des enseignants du bassin qu'on est capable de desservir leurs besoins. Et si je comprends bien, là, en affichant tous les programmes qui sont issus de vos 7 centres de formation, finalement, je disais 5, là, mais... Bien, il y en a 5 en formation professionnelle. Oui. Puis 2 en formation générale adulte. Voilà. Donc, vous faites d'une pierre 2 coups. Les travailleurs et les citoyens peuvent aussi y trouver leur compte. Est-ce que vous visez un type de travailleur, un type de clientèle en particulier? On cible notre région géographique. Oui. Nous, on veut être là pour répondre aux besoins des travailleurs. Le centre de formation les centres de formation professionnelle, ils font de la formation initiale. Fait que c'est des jeunes ou des adultes qui veulent avoir un diplôme. Tandis que nous, Accès Formation, c'est les gens qui sont en entreprise. Fait que nous, on cible les entreprises de notre secteur pour augmenter la productivité, puis augmenter les savoirs, puis faire la reconnaissance des acquis également. Fait que nous, on est dédiés aux entreprises de notre secteur. D'accord. Bon, ça nous amène à parler de la reconnaissance des acquis, qui est un volet important dans l'exercice. La définition simple que vous en faites, c'est que c'est une façon de transformer ses acquis et son expérience en diplôme. Alors, c'est pour qui ça et comment ça fonctionne? OK. La reconnaissance des acquis, d'abord, c'est pour les gens qui ont une expérience solide qui a été acquise dans un milieu de travail. Je donne un exemple. Une secrétaire qui travaille comme secrétaire depuis des années, qui n'a pas le diplôme de secrétariat, peut obtenir un diplôme en passant par le processus de reconnaissance des acquis. Fait qu'elle va aller, elle rencontre un spécialiste chez nous, on fait un bilan de sa carrière, de ses acquis, on passe les évaluations qui font en sorte qu'en bout de ligne, on reconnaît le programme, elle va recevoir un diplôme par la poste avec l'étampe du ministère de l'Éducation. Oui, formidable. Parmi les avantages que vous soulignez dans la valorisation du parcours individuel, il y a celui de ne pas avoir à tout recommencer. C'est ce que vous venez d'expliquer un peu. Exactement. Est-ce que vous vous permettez quand même de suggérer, peut-être même d'imposer des formations d'appoint?
Ah oui, tout à fait, là. Dans le cas, mais ça arrive fréquemment, en fait, là. C'est que, mettons qu'il y a une solide expérience, il y a peut-être 75% des acquis qui sont reconnus. Puis, s'il en manque 25%, bien là, on suggère à la personne différents moyens, différentes alternatives pour aller chercher les besoins manquants. Puis là, c'est là où ça peut être intéressant aussi, parce qu'on a accès formation qui offre de la formation grand public, qui offre de la formation aux entreprises. Fait que c'est pour ça qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir un processus de reconnaissance des acquis avec de la formation complémentaire qui est offerte. Puis en bout de ligne, ben c'est bon pour l'employé, c'est bon pour la personne aussi, parce que d'avoir un diplôme, c'est bien. J'ai donné un diplôme une fois à quelqu'un en reconnaissance des acquis, puis l'effet que ça a eu, c'est un effet wow. Ouais. La personne est fière. Et à partir du moment, Mme Gagnon, où la démarche s'enclenche, combien de temps ça peut prendre avant que nos acquis deviennent un diplôme? Ça peut fluctuer beaucoup. Oui. Si, mettons, on fait une reconnaissance de diplôme dans le domaine de l'agriculture, il va falloir gérer les saisons. Ça peut prendre jusqu'à 1 an. C'est notre objectif. Mais si quelqu'un fait une reconnaissance de diplôme en vente conseil, bien, ça va un petit peu plus rapidement parce qu'on est dans un environnement qui est plus contrôlé. Voilà. Bien, écoutez, en terminant, j'invite les entreprises, le grand public, à visiter votre site Web pour prendre connaissance de l'offre qui les attend. Elle est assez abondante. Audrey Gagnon, vous êtes coordonnatrice service aux entreprises et à la reconnaissance des acquis chez Accès Formation. Ça appartient à la CSSMI. Oui. Pardon. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre temps. De retour avec Clara Maté-Jonet, la période des grands froids est pratiquement terminée. En tout cas, on peut penser que le pire est passé, surtout pour les personnes qui vivent dans la rue. Vous avez fait le point sur ce dernier hiver avec le CIS des Laurentides. Oui, Claude, 20 alertes de grands froids ont été lancées cet hiver par le CIS. Donc ça, c'est 20 moments où le mercure est descendu sous la barre du moins 27 degrés Celsius avec le facteur vent. Donc un nombre considérable selon la porte-parole du CIS. Dans ces cas-là, le CIS envoie un message à tous ses partenaires pour que les organismes se mobilisent rapidement pour offrir des haltes chaleur pour que personne ne reste plus de 15 minutes au froid. Et ça représente combien de personnes à aider sur le territoire? Alors, le dernier recensement des personnes en situation d'itinérance dans les Laurentides date de 2022 et dénombrait 464 personnes en situation d'itinérance visible, une augmentation de 109% en 4 ans. Des chiffres plus récents devraient être publiés sous peu. Noémie Lacombe est directrice adjointe au Continuum de santé mentale ambulatoire adulte aux services psychosociaux généraux et dossiers transversaux. Elle nous expliquait que la brigade Espoir, qui vient en aide aux personnes vivant dans la rue, avait aidé 600 personnes différentes en situation précaire jusqu'à maintenant. Mais curieusement, il y a eu de la place pour tout le monde dans les haltes chaleur cet hiver. On peut l'écouter. À chaque tournée qu'on a fait, on constatait qu'il y avait des places de disponibles tant dans nos haltes que dans nos hébergements. Donc, c'est réaliste de dire à l'heure actuelle qu'il y a de la place en contexte de grand froid. Là, lorsqu'on atteint le moins 27 et qu'on lance les alertes, les gens peuvent se diriger vers les services. Et le CIS a lancé un nouvel outil cette année qui est une trousse d'urgence. Oui, il y a une trousse d'urgence durant l'hiver pour les personnes en situation d'itinérance. 700 de ces trousses ont été distribuées par le biais des organismes partenaires, comme les services policiers, dans les bibliothèques aussi, pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Madame Lacombe nous fait le compte-rendu de ce qui se trouve dans cette trousse. Vous avez le sac et à l'intérieur, on y retrouve donc une tuque. On a des chauffe-mains. On a un poncho, une couverture d'urgence, un cache-cou également, des bas et des gants là, pour se protéger l'hiver. Finalement, à l'intérieur, quelque chose de très, très important, c'est notre dépliant pour les services d'urgence en itinérance avec les informations de quels services sont bonifiés pour la période hivernale. Voilà, Claude, on se rappelle aussi qu'à la fin de l'année dernière, des situations problématiques avaient été relevées à l'urgence de Saint-Jérôme où certaines personnes en situation d'itinérance étaient allées trouver refuge durant les périodes de grand froid. Madame Lacombe nous dit que la situation est sous contrôle. On ne retrouve pas plusieurs personnes à l'heure actuelle à l'urgence. C'est vraiment des allers-retours en fonction des besoins des gens qu'on s'assure de rediriger en fonction de leurs besoins. On se rappelle aussi que l'important pour nous, c'est d'assurer autant la sécurité de nos employés que du public et des personnes en situation d'itinérance. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site Web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.